On a le plaisir ce soir de recevoir Yann Moix. Merci d'être avec nous. Bon, je vous présente, vous êtes écrivain. Mais... Je voulais juste te dire que je suis désolé de garder mon masque. C'est que je fais une allergie au masque. Donc, alors expliquez-moi... Étant donné que je fais une allergie au masque, c'est pas beau à voir, donc je suis obligé de garder le masque pour pas qu'on voit mon allergie. Oui, mais... Donc c'est le serpent qui se mord la queue. Mais j'ai changé de texture de masque. Mais plus vous le gardez, plus vous êtes allergique. Et plus non, mais vous êtes allergique, j'ai pris des masques de Canal+, là, qui sont différents du masque que je mets d'habitude. Donc peut-être que ça va... Peut-être en changeant de masque... Donc je suis vraiment désolé, c'est pas très agréable, mais en même temps, j'ai le droit. C'est pour vous, mais bon, écoutez, avec ou sans masque... C'est pas pour me cacher derrière un masque. Non, en tout cas, vous ne vous cachez pas dans vos livres, ça on peut pas vous le reprocher. Vous continuez de cheminer avec votre tétralogie au pays de l'enfance immobile. Donc il y a eu Orléans, dans lequel vous racontiez votre enfance maltraitée. Et voici donc le deuxième tome, Reims, paru chez Grasset, au commencement de vos études. Là, c'est la période où vous avez 20 ans. Alors, le roman est sombre, il est torturé parfois, mais il est très drôle. J'ai beaucoup ri à des moments où je n'étais pas censée rire. Comment vous l'expliquez, que vous arriviez à faire rire avec les choses les plus atroces? C'est tout à fait normal, en fait. C'est que je ne suis pas tordue si j'ai ri. Non, mais je crois que dans toutes les existences humaines, dans tous les événements de l'existence, les moments les plus tragiques, de manière presque consubstantielle, emportent avec eux des moments de rire. Et d'ailleurs, heureusement, dans tous les moments les pires d'une vie, il y a toujours des interstices par lesquels l'humour arrive à s'introduire, ne serait-ce que pour vivre les événements d'homme à homme, face à face. Il vaut mieux ça que de prendre des antidépresseurs, par exemple. Le rire est là, non pas seulement pour raconter des blagues, mais je crois aussi pour nous faire digérer une réalité. Est-ce que par moment, en écrivant certaines scènes, vous riez vous-même? Oui. Non mais franchement, oui. Et je suis très content que vous ayez vu la partie, j'allais dire, humoristique de ce livre, parce que je me suis toujours dit que les auteurs comiques étaient les meilleurs. Tous les auteurs que j'aime possèdent de l'humour. Proust a de l'humour, Céline a de l'humour, Léon Bloy a de l'humour, André Malraux n'a pas d'humour. J'aime pas André Malraux. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est extrêmement difficile de faire rire, et encore Balzac plus a de l'humour. difficile quand il s'agit de littérature. C'est très drôle de convoquer une scène de rire. Parce que l'esprit de sérieux est mon ennemi. Et l'esprit de sérieux, pour moi, c'est quelque chose qui est réservé aux adultes. C'est tout prendre aussi gravement que si on était éternel. Nous ne sommes pas éternels, donc... Si vous voulez, on arrive à meubler, à compenser l'absence d'éternité en tant qu'être humain, seuls les dieux sont éternels, par quelque chose qui nous appartient en propre, la légèreté. Or, les dieux, même s'ils ont des ailes, sont lourds, parce qu'ils sont éternels. Nous, on est légers. Il faut dire un mot quand même de l'histoire. Reims, c'est la ville où vous allez faire vos études chéries de commerce, en quelque sorte. Et vous vous trouvez dans une école... C'est le début d'un échec, quand même. C'est le début d'un échec. De toute façon, c'est une succession d'échecs. Et finalement, qu'est-ce que raconte le livre? C'est que réussir sa vie, c'est réussir ses rêves. Et là, on n'est pas du tout dans le rêve, on est dans l'anti-rêve. Vous savez, il y a deux manières de... Je vais mettre des guillemets à réussir sa vie, parce que réussir sa vie et réussir dans la vie, c'est pas la même chose. Disons que j'ai toujours voulu être écrivain, donc je vais dire immodestement que je pense avoir réussi une chose dans ma vie, qui est de devenir écrivain. C'est la seule chose que j'ai réussi, donc je vous mets à l'aise. Tout le reste est une catastrophe. Au moins ça, je l'ai réussi à peu près comme je le souhaitais. Mais pourquoi je l'ai réussi? Grâce à tous les échecs. Si vous voulez, pour se construire... Il y a deux manières d'y arriver. Soit quelqu'un vous pousse dès que vous avez 5 ans et on vous pousse à devenir écrivain, champion de tennis, polytechnicien, ce que vous voulez. Ou alors, l'autre manière, c'est quelqu'un ou une structure qui vous en empêche. Qui vous met des obstacles. Et moi, tout s'est mis dans mon chemin, les parents, tout, voilà, pour que jamais je ne puisse devenir écrivain. Et donc c'est ça, si vous voulez, c'est sur ces obstacles-là que je me suis Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a quelque chose d'inné profondément, que vous étiez né pour être écrivain? Il y a plein de gens que l'on pousse et qui ne vont pas très loin. On m'a toujours empêché d'écrire et de lire. C'était chez moi puni de mort, quoi, d'écrire ou de lire. Donc, si vous voulez, en cachette, j'ai passé ma vie à faire ça. C'était la chose interdite. Donc, j'ai eu toujours une sorte de transgression à lire et à écrire. Et c'est une forme d'émancipation aussi pour vous. Exactement. Devenir c'est un écrivain. tremplin, oui. Tout ce qui empêche permet. Je voudrais vous faire écouter une musique qui donne, je trouve bien, la couleur de votre roman. C'est bien joué, ça. Là, vous la citez. Oui, Cacao. Oui, exactement.
Vous la citez parce que vous l'écoutez et je trouve que la scène résume un peu l'histoire que vous racontez à 20 ans. C'est que vous avez des rêves, vous avez des projections et ces projections se fracassent contre la réalité. Et quand vous faites écouter dans le livre cette chanson que vous trouvez sublime à votre amoureuse du moment, ben, le rêve se transforme en cauchemar. Et là, ça devient drôle. D'abord, j'avais quand même un côté insupportable de vouloir imposer mes goûts à tout le monde. Il faut être honnête. Non, mais il faut être honnête. Vous l'avez encore, ce goût-là? Oui. Non, je veux que tout le monde aime Proust, André Gide, que tout le monde soit fan de Rossellini ou de Sacha Guitry. Et c'est vrai que j'adore admirer, mais j'adore en plus que les autres admirent la même chose que moi. Je ne suis pas très démocratique en termes artistiques. J'adore influencer les gens, mais pour le meilleur. Parce que je pense qu'ils ont tort de ne pas connaître l'œuvre intégrale de Diderot, par exemple, ou de Sacha Guitry, ou de Charles Péguy. Et donc, effectivement, je n'arrivais pas à comprendre qu'on ne soit pas sur la même longueur d'onde et sur la même sensibilité que moi. Et cette pauvre fille, en fait, elle n'a rien fait de mal. Elle a le droit de ne pas aimer ce morceau. Bon, il se trouve qu'elle ne m'aimait pas non plus. Donc, quand quelqu'un n'est pas amoureux de vous, tout ce que vous lui donnez, même les plus belles choses, cette personne n'en veut pas. Et elle était folle amoureuse de quelqu'un d'autre qui n'avait à lui offrir que... C'était un champion de basket? Voilà, du basket. Je respecte le basket, hein, j'ai rien contre. Mais elle adorait donc le basket, parce qu'elle adorait ce type, en fait. C'est mécanique. Donc, j'aurais écrit pour elle à la recherche du temps perdu, elle aurait trouvé ça mauvais. C'est normal. Vous écrivez à de nombreuses jeunes femmes, souvent ça ne fonctionne pas, souvent vous faites casser la gueule, il faut dire la vérité. Oui, mais il y a un nombre de... hein. Non, vous faites vraiment casser beaucoup la gueule et vous racontez, sans parler de ce qui va se passer, des bizutages, etc. C'est d'une violence absolue. Hein. C'est d'une grande violence. Vous savez pourquoi? Les enfants qui se sont fait maltraiter, je crois que les gens le sentent, ça se voit sur eux. Et il y a une espèce d'instinct ou de pulsion chez les autres qui est que quelqu'un qui a été maltraité, même si vous n'en avez jamais parlé, se refait maltraiter par les autres. Ils sentent que c'est open bar. Ils sentent que votre corps les autorise à des maltraitances. Les scènes se rejouent. C'est très étrange. C'est très étrange. Par exemple, il y a une pratique que je ne connaissais pas qui s'appelle le casque colonial. Oui, ça c'est atroce. C'est une pratique de bizutage qui, à mon époque, donc on est en 1988-89, consistait à plonger le visage du bisu dans les toilettes et en fait de l'éclabousser des choses les plus infâmes. Par tirage de chasse d'eau, enfin, j'ai vu des gens vraiment craquer sur ce genre d'épisode. C'était affreux. Est-ce que encore aujourd'hui, vous vous sentez victime dans le regard de certains, potentiellement victimes? Non, ça c'est vraiment terminé. J'ai réussi à trouver ma place sur cette planète, ce qui est la chose la plus difficile. Trouver sa place, c'est dur. Non, là j'ai vraiment trouvé ma case, il y a déjà un petit moment, et je ne m'excuse plus d'exister. Quand est-ce que vous avez senti que c'était bon? Le jour où mon premier roman était dans une librairie, j'ai senti qu'il y avait... C'était jubilation. Quelque chose, oui, c'était définitivement réglé en moi. Comme une longueur d'onde. Vous savez, les postes de radio qui sont mal réglés, tout d'un coup, clac. Il n'y a plus de friture. Non, il n'y a plus de friture du tout. Mais il faut toujours se justifier. Sur le précédent roman, c'est ce que vous avez dû faire. Vous avez dit, je suis victime, on m'a frappé, mes parents, j'ai été victime de maltraitance. C'était pas d'ailleurs très victimaire comme écriture. Hein. Non, absolument mais pas. Ensuite, ça a été suivi d'une attaque frontale et vous avez dû répondre et toute la famille s'y est mise. Et le discours a été très difficile à être audible. Et ensuite, sont sortis également une série de dessins que vous avez commis, que vous avez des petits jeunes qui sont des dessins antisémites. Là, ça a été le silence, mais aujourd'hui, vous vous expliquez sur ces dessins. Ça, c'est assez intéressant. Alors, il y a deux choses. Merci d'ailleurs de me donner un peu de temps, parce que là, j'ai les idées très claires sur ce genre de choses. La première chose, c'est que les enfants battus, c'est un tel tabou en France, mais un tel tabou, qu'on arrive... Le système, alors j'aime pas utiliser le mot système, hein, ça fait très complotiste. Donc, on va dire, toute une structure s'est mise en place pour que je ne puisse pas en parler. J'ai senti que le vrai sujet du livre avait été occulté. Par qui? Par ma famille. Ma famille, vous imaginez bien, est-ce que vous imaginez des parents dire « oui, bien sûr, je l'ai battu ». Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, non. Donc mes parents, qui sont des gens très dangereux, hein, des fascistes, ils votent Le Pen depuis très longtemps, c'est vraiment des gens d'extrême droite. Ça, c'est la première chose. Donc cette famille extrêmement vénéneuse, qui a toujours voulu ma mort, a continué à la vouloir là, parce que j'allais sortir, si vous voulez, du bois, alors que j'en parle quand même dans tous mes livres, mais là, c'était vraiment le sujet. Donc, si vous voulez, là, ils ont essayé d'enterrer ce débat, à la fois sur eux, mais comme il y a aussi beaucoup de gens qui frappent leurs enfants, je pense que personne ne voulait que ce sujet, il y a les femmes qui sortent, ce sujet sort du bois. Pour une raison très simple aussi, c'est que les enfants ne peuvent pas manifester dans la rue. Vous savez, les femmes violées, c'est terrible, mais elles ont encore la chance d'être adultes. Les enfants battus, il faut qu'ils attendent l'âge de 30, 50 ou 45 ans pour pouvoir défiler pour dire « on m'a battu ». Un enfant croit toujours que ce qu'on lui fait est normal. Donc, première version de la haine qu'on me voue, c'est
l'enfance battue, on n'en parle pas et les parents font obstruction. Mes parents, qu'est-ce qu'ils avaient comme arme pour m'abattre? Ils avaient des dessins dans leur tiroir, depuis 1989 à peu près, avec mon frère, qui, je dis mes parents, mais c'est les trois ensemble. Et ils savaient qu'ils avaient cette arme de destruction personnelle, pas massive, mais de destruction personnelle. Quand même massive. Parce que... Oui, et je pensais qu'ils allaient la sortir au moment du Renaudot. Ils ne l'ont pas fait. Et donc, ils ont préféré la sortir au moment où ils pensaient que j'allais avoir le Goncourt. Je ne sais pas si j'aurais eu le Goncourt. Personne ne peut le savoir. Vous savez, quand vous êtes parti pour avoir le Goncourt, en général, vous ne l'avez pas. Et donc, si vous voulez, j'ai senti que là, ça allait advenir. Je l'ai senti au mois de juin. En septembre, comme le pire est toujours sûr, c'est sorti. Alors, sur ces dessins, vous savez que je regrette de m'être excusé. Et je vais vous dire pourquoi. Non, je le regrette. On aurait dû, au contraire, m'applaudir pour le parcours exemplaire que j'ai fourni. Je suis parti d'une famille, on peut le dire, fascisante, vraiment d'extrême droite. Je n'ai jamais entendu mes parents agonir les juifs d'insultes, mais par contre, les arabes, c'était des bougnoules, et les noirs, il fallait les mettre en Méditerranée, c'était des singes, il fallait les mettre dans des bateaux, et que les bateaux coulent. J'ai vécu dans cette famille. Bon. On a essayé, plutôt que de reconnaître finalement la beauté du parcours que j'avais parcouru, non pas voir d'où j'étais parti pour voir d'où j'étais arrivé, mais au contraire, on a voulu m'attaquer et me blesser pour ce que j'ai failli devenir et que je ne suis pas devenu. C'est-à-dire que j'aurais pu et j'aurais dû devenir une petite racaille crapule fascisante, néo-nazie et antisémite. Il se trouve que je suis connu et je suis combattu pour combattre les ennemis d'Israël depuis 25 ou 30 ans. On me le reproche tous les jours, si vous voulez, de mon engagement. Et ce qui est très étrange, cette société est très étrange. Plutôt que de regarder où j'étais arrivé, on m'a remis 30 ans en arrière, ce que même les tribunaux ne font... Non mais je termine comme... Oui. Ce que même les tribunaux ne font pas. On m'a remis 30 ans en arrière pour dire voilà ce qu'il a dessiné. Oui, ces dessins, je les ai faits. Oui, ces dessins sont extrêmement choquants, extrêmement violents. Je précise, puisque vous me donnez la parole, que je n'avais pas de tropisme particulier sur les Juifs à l'époque. Je me suis moqué de la même manière des Noirs, des Éthiopiens qui mouraient de faim, de l'abbé Pierre, et je vénérais à l'époque Thierry Paulin qui assassinait des grands-mères. C'était le grand nettoyage, cette période-là. Il a fallu aller jusqu'au fond, jusqu'au bout, jusqu'à la lie pour se nettoyer de votre enfance dans une famille extrémiste. C'est ce que vous dites, en tout cas c'est comme ça que je l'ai lu, que vous avez besoin d'aller au bout de l'horreur. Je ne peux pas tricher. Pour vous savez, je savais que ça allait sortir. Bernard-Henri Lévy m'avait d'ailleurs dit « Tu vas voir, les rats vont sortir des égouts ». Oui, ça m'a fait du bien, j'ai tout expurgé. Les ennemis n'ont plus de munitions. Mais j'ai vu aussi, et je vous le dis franchement, que mon frère et ses amis d'extrême droite, Alain Soral, Marc-Édouard Nab, etc., sont aussi des gens qui me faisaient chanter à chaque fois que je défendais Israël « Ah, on n'est pas couché ». J'avais le spectre de ce petit trésor de guerre. On disait « Attends, ça va sortir, ça va sortir, ça va sortir ». C'était de l'intimidation pour que je cesse de défendre Israël. Il faut quand même... Il y a une histoire autour de ces dessins. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas comme ça. On va quand même très rapidement... Non, très rapidement. Parce que vous êtes parti à Dachau avec l'un de vos meilleurs copains, qui est un néofasciste. Néo-nazi. Et un néo-nazi. Et c'est à ce moment-là que commence cette série de dessins. Et lorsque vous allez revenir à la fac, vous allez les montrer, vous allez les donner. C'est presque comme si vous aviez envie qu'on vous frappe. J'en étais fier de ces dessins et j'étais dégoûté qu'ils ne soient pas publiés dans la revue de Sub de Corinth. Oui. J'en revenais pas. Mais vous dites aussi que c'est compliqué, ça prend du temps de se faire aimer. Sub de Corinth, vous n'aviez pas envie d'y aller parce que vous n'étiez pas forcément fier d'échouer là, alors que vous avez ambitionniez des grandes écoles de commerce. Et donc finalement, vous dites, bon, plutôt que de me faire aimer, je vais me faire haïr. Exactement. Se faire aimer, ça prend des années. Se faire haïr, ça prend 5 minutes. Vous êtes d'accord avec ça? Et les deux donnent une place dans la société. Voilà, les deux donnent une place. Donc j'ai pris la place de l'infréquentable immédiatement, mais c'est pire, parce que tout le monde s'en fichait en fait. J'étais même pas considéré comme un monstre ni comme quelqu'un fréquentable, mais j'étais mis de côté et personne ne s'intéressait à moi. Donc j'ai raté sur tout, même mon ratage, je l'ai raté d'une certaine manière. Ce qui est très fort, c'est qu'on dit souvent 20 ans, c'est le plus bel âge. Et vous dites non. 20 ans, c'est l'âge du pire. C'est là où on n'a pas sa place. Paul Nizan disait « Je ne laisserai personne dire que 20 ans est le plus bel âge de la vie. Oui. » 20 ans, c'est un âge qui a été inventé pour moi pour faire les erreurs. Pour faire des erreurs. J'ai des amis aujourd'hui qui sont banquiers, qui ont été maoïstes, trotskistes quand il y a 20 ans. 20 ans, c'est un cahier de brouillon. Si on ne fait pas les conneries à 20 ans,
Quand est-ce qu'on va les faire? C'est fait pour ça. À 15 ans, on ne peut pas les faire parce qu'on est chez les parents. À 20 ans, on est seul. On peut faire tout et son contraire. En même temps, quand vous arrivez à Sub de Corinthe, il y a des jeunes gens qui ont envie de réussir. Ils ont 20 ans, ils ont envie de réussir. Et vous dites, leur réussite, ce sera mon échec. J'étais très, 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 très méprisant. Et je dois dire que je le suis resté d'une certaine manière envers les gens de Sub de Corinthe parce que, je vais vous dire pourquoi, parce que quand je vois leur réaction aujourd'hui sur Internet et les réseaux sociaux, je comprends pourquoi on n'était pas fait pour s'entendre. C'est qu'ils ont, à mon égard, la sensation que moi, j'ai complètement échoué. Que comme je ne suis pas devenu directeur de Cora ou de Carrefour, ou que je ne fais pas du contrôle de gestion, mais je plaisante pas, ou que je n'ai pas été stagiaire chez KPMG pour devenir associé plus tard, j'ai vraiment raté ma vie de leur point de vue. C'est très étrange comme vision du monde. Chacun mène des routes plutôt parallèles, mais vous dites effectivement comment ne pas voir dans ce convoi vers la réussite, donc celui de Subdeco, l'œuvre de la mort elle-même, déguisée en satisfaction sociale, en onanisme professionnel. Dire que vous leur rendez l'appareil quand même. En fait, on n'aurait jamais dû se croiser, eux et moi. Et j'aurais bien aimé cracher dans la soupe, mais c'est pas de la soupe. Oui. Et c'est pas non plus des crachats, c'est rien. Pour vous, Sub de Corinthe, c'est une forme de médiocrité? Parce que dans le début du livre, on comprend qu'il y a cette envie de réussite, etc. Et vous avez pour aversion la médiocrité? C'était pire, c'était un cloaque, un marigot. J'ai commencé à respirer quand j'ai fait Sciences Po Paris, après, parce que tout m'intéressait. À Sciences Po, toutes les matières m'intéressaient. Là... Oui. Il n'y a rien qui m'intéressait. C'est la matière humaine. Vous avez toujours dit votre aversion pour les mathématiques. Est-ce que l'obsession des mathématiques dans les études à une époque, est-ce que vous pensez que ça a conduit à une société très carrée, très cadrée? Non, c'est une société, je ne sais pas ce que vous en pensez, ça m'intéresserait, mais une société malade, si vous voulez. Comme beaucoup de gens de ma génération, j'ai fait maths sup, maths spé. Mais en maths sup, maths spé, j'étais dans les derniers. Et donc, il s'est passé quelque chose de très violent. J'ai commencé à m'imaginer que je n'étais pas intelligent du tout parce que je n'étais pas très bon en mathématiques. Et donc, la société vous évalue sur des connaissances... Française. En Italie, c'est les lettres, par exemple. Vous évalue votre quotient intellectuel, ce qui ne veut rien dire, sur des structures hypothético-déductives, les mathématiques et la physique. Et donc, du coup, celui qui a, comme dit Pascal, l'esprit de finesse, mais pas l'esprit de géométrie, est relégué à la marge. Et on dit, lui, il va finir... chômeur, il va faire des petits boulots. Pourquoi? Parce que c'est un littéraire. Et donc, dans ma génération, les non-matheux étaient humiliés. Oui. Et je peux vous dire maintenant avec du recul que je connais des gens extrêmement intelligents qui sont nuls en maths et des gens extrêmement bons en maths qui ne sont pas très intelligents.